Mon nom est Naomi Carter. J'avais 34 ans, j'étais travailleuse sociale aux urgences. Et la femme qui se tenait sous la lumière de mon Porsche cette nuit-là était ma sœur jumelle. Identique, nulle. Un côté de son visage était fortement enflé. Ses vêtements étaient froissés. Ses mains ne cessaient de trembler. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues tandis qu'elle me regardait comme si elle craignait que je ferme la porte. Nulle et moi nous étions à peine parlé depuis des années. Mais lorsqu'elle ouvrit enfin la bouche, la première chose qu'elle dit ne fut ni une excuse ni une explication. « S'il te plaît, ne dis pas à Marcus que je suis ici. » Marcus était son mari. Avant la fin de cette nuit, Nulle avouerait qu'il la blessait et la contrôlait depuis des années. Peu après, elle et moi échangerions secrètement nos places assez longtemps pour l'amener quelque part où il ne pourrait pas l'atteindre. Marcus me regarderait droit dans les yeux et croirait que j'étais sa femme. Ce qu'il ferait ensuite, avant de réaliser qu'il avait choisi la mauvaise jumelle, détruirait toutes les défenses qu'il avait mises en place pendant des années. Mais debout dans cette embrasure de porte, je ne savais encore rien de tout cela. Tout ce que je savais, c'était que ma sœur avait l'air terrifiée. Et malgré une carrière passée à aider des personnes effrayées à travers des urgences, je n'arrivais pas à bouger. Pendant une seconde terrible, la culpabilité me cloua sur place. Pourquoi Nulle ne m'avait-elle jamais rien dit? Pourquoi avait-elle passé des années à m'éloigner? Et pourquoi y avait-il des messages sur mon téléphone? Des messages soi-disant écrits par elle me disant de ne plus jamais m'immiscer dans son mariage. Avant d'expliquer ce que ces messages cachaient, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification et aimez la vidéo. Des histoires comme celle de Nulle comptent. Parce que le contrôle devient plus fort lorsque tout le monde à l'extérieur de la porte suppose que rien ne va mal. Pour comprendre comment ma sœur s'était retrouvée sur mon Porsche, je dois vous ramener quelques heures avant son arrivée. Lorsque je croyais encore que notre éloignement avait été son choix. Ce soir-là avait commencé comme des dizaines d'autres. J'avais terminé une garde exigeante à l'hôpital et rentrais chez moi à travers des rues presque vides. Mes épaules me faisaient mal d'avoir passé des réunions de crise. Et mon esprit portait encore des fragments des urgences des autres. Lorsque j'arrivais à mon bungalow, je ne voulais plus que le silence. La lumière du Porsche était déjà allumée. Je la laissais toujours allumée quand je savais que je rentrerais après la tombée de la nuit. C'était une habitude ordinaire, mais elle avait un autre sens que j'admettais rarement à voix haute. Une partie de moi voulait que Nulle sache qu'elle pouvait encore trouver ma porte. Nous avions autrefois été le genre de jumelles qui se comprenaient d'un simple regard. En grandissant, les professeurs nous confondaient. Les voisins nous appelaient par les mauvais noms. Et même des parents s'appuyaient parfois sur nos bracelets assortis pour nous distinguer. Mais j'avais toujours su laquelle de nous était Nulle. Elle inclinait la tête lorsqu'elle essayait de ne pas être en désaccord. Elle frottait son pouce contre son poignet lorsqu'elle se sentait coincée. Son sourire apparaissait lentement. Comme si elle devait décider si elle avait le droit de profiter de quelque chose avant de le laisser voir à quiconque. Marcus ne semblait jamais s'intéresser à ces différences. Lorsqu'il l'avait épousée, il parlait de notre ressemblance. Il parlait rarement des choses qui faisaient d'elle entièrement elle-même. J'avais remarqué cela. Je n'avais simplement pas compris ce que cela signifiait. À l'intérieur de ma maison, je posais mon sac près du comptoir de la cuisine et vérifiais mon téléphone. Il n'y avait aucun message personnel. Cela était devenu normal. Des mois plus tôt, j'avais tenté d'inviter Nulle à déjeuner. La réponse de son compte avait été courte et froide. Elle disait que je jugeais son mariage, que j'en voulais à Marcus et que je devais rester à l'écart. J'avais répondu une fois, en lui disant que ma porte resterait ouverte. Elle n'avait jamais répondu. Je réchauffais mon dîner. Le laissais intact et m'assis sous le bourdonnement tranquille de la lumière de la cuisine. Je me disais que j'avais respecté sa limite. C'était l'expression que j'utilisais chaque fois que la culpabilité revenait. J'avais respecté sa limite. Je ne l'avais pas abandonnée.
Je répétais ces pensées jusqu'à ce qu'elles semblent presque vraies. Puis ma sonnette retentit. Il était assez tard pour que chaque instinct développé en vivant seul s'éveille d'un coup. J'ouvris l'application de sécurité sur mon téléphone avant de m'approcher de la porte. Au début, la personne à l'écran semblait être moi. Même taille, même cheveux foncés, même forme de visage. Puis elle leva la tête. Nul. J'étais à la porte avant de me souvenir de vérifier la rue. Elle se tenait sous la lumière du porche, un bras replié étroitement contre son corps. Son autre main planait près de la sonnette. Comme si elle avait envisagé de la presser à nouveau mais n'en avait plus la force. J'ouvris la porte. Elle me regarda. Mais ne s'avança pas. Naomi. Sa voix portait à peine au-delà du seuil. Que s'est-il passé? Ses yeux passèrent derrière moi, fouillant la pièce au-dessus de mon épaule. Il y a quelqu'un ici? Non. Tu es sûr? Oui. Ce n'est qu'alors qu'elle franchit le seuil. Je regardai le long de la rue avant de fermer la porte. Aucune voiture inconnue n'attendait au bord du trottoir. Aucun phare ne ralentissait devant la maison. Lorsque je tournai la serrure, nul sursauta. C'était une petite réaction. Mais j'avais passé des années à remarquer les réactions que les gens auraient voulu cacher. Je baissai la voix. Marcus est-il dans les parages? Je ne sais pas. As-tu besoin d'une ambulance? Non. Tu es venu en voiture? Elle baissa les yeux au lieu de répondre. Je voulais tout demander d'un coup. Je voulais savoir qui l'avait blessée, depuis combien de temps, si elle se sentait étourdie. Si elle respirait normalement, et si quelqu'un l'avait suivie. Mais nul me regardait déjà de la façon dont les gens effrayés regardent les figures d'autorité. Attendant que je décide de ce qui allait lui arriver. Alors je m'arrêtai. Tu es en sécurité ici. Dis-je. Nous prendrons les choses une par une. Le mot « sécurité » changea quelque chose dans son expression. Pas du soulagement. Du chagrin. Je la guidai vers le canapé sans la toucher. Elle s'assit sur le bord, toujours en manteau. Se tenant encore comme si elle pouvait avoir besoin de s'enfuir à nouveau. Je lui apportai une poche de froid enveloppée dans une serviette propre et la posai sur la table à côté d'elle. Elle la fixa pendant plusieurs secondes avant de la prendre. Son téléphone se mit à vibrer dans son manteau. Le son tendit tout son corps. Elle le sortit. Le nom de Marcus remplissait l'écran. Elle rejeta l'appel. Presque immédiatement, un autre suivit. Puis un autre. Il sait que tu es parti? Elle retourna le téléphone face contre terre. Il sait que je ne suis pas à la maison. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Nul pressa la serviette contre son visage et ferma les yeux. Il sait toujours où je suis. La déclaration s'installa entre nous. Je m'assis dans le fauteuil en face d'elle plutôt qu'à côté. Lui laissant de l'espace et un chemin clair vers la porte. Les habitudes professionnelles avaient pris le dessus parce que la sœur en moi était trop en colère. Pour penser clairement. Est-ce Marcus qui a fait ça? Les yeux de Nul s'ouvrirent. Un instant, elle sembla sur le point de le nier. Puis ses épaules s'affaissèrent. Oui. La colère que j'avais contenue monta si vite que mes mains devinrent froides. Je voulais son adresse. Je voulais la police. Je voulais que toutes les conséquences possibles s'abattent sur lui avant qu'il ne puisse atteindre ma rue. Mais Nul étudiait mon visage. Et je compris qu'une mauvaise réaction pouvait la faire reprendre la vérité qu'elle venait de me donner. Je gardai ma voix stable.
Était-ce la première fois? Elle regarda vers la porte d'entrée. Non. Depuis combien de temps ça arrive? Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, un message apparut avant que l'écran ne s'éteigne. J'en vis juste assez pour reconnaître le changement dans l'approche de Marcus. Ses appels avaient commencé par de l'inquiétude. Le message la blâmait de l'avoir forcé à la chercher. Nul plaça le téléphone sous son manteau comme si le cachet pouvait faire disparaître la pression. Puis elle me regarda. Des années? Murmura-t-elle. Ça arrive depuis des années. La pièce sembla basculer. Chaque message froid que je croyais qu'elle m'avait envoyé revint d'un coup. Chaque visite annulée. Chaque anniversaire manqué. Chaque fois que Marcus répondait à son téléphone et disait qu'elle dormait, qu'elle était occupée. Malade ou qu'elle ne voulait pas me parler. J'avais cru que ma sœur voulait de la distance. Maintenant elle était assise dans mon salon, terrifiée par un homme qui, apparemment, savait chaque endroit où elle allait. Je quittai le fauteuil et m'agenouillai à plusieurs pieds devant elle. Tu n'as pas à y retourner ce soir. Les yeux de Nul se remplirent à nouveau. Tu ne comprends pas. Alors aide-moi à comprendre. Il viendra ici. Le téléphone vibra une fois de plus sous son manteau. Nul fixa la fenêtre illuminée à côté de ma porte d'entrée. Il me trouve toujours. À ce moment-là, aucune de nous ne savait à quel point Marcus la surveillait. Ni à quelle vitesse il suivrait cette piste jusqu'à ma maison. Je la crus. Ce fut la première décision que je pris après avoir appris la vérité. Et ce fut la seule décision qui ne l'effraya pas. Je ne te renvoie pas. Dis-je. Mais j'ai besoin de savoir ce que tu veux faire ensuite. Nul abaissa la poche de froid de son visage. Je ne sais pas. C'est permis. Son téléphone vibra encore sous son manteau. Tu me laisserais t'emmener à l'hôpital? Ses yeux s'aiguisèrent immédiatement de peur. Pas de police. Je dis. L'hôpital. Rien d'autre n'arrive à moins que tu ne le choisisses. Elle m'étudia, cherchant l'ordre caché dans mon offre. Il n'y en avait pas. Enfin, elle hocha la tête. L'hôpital avait un air différent lorsque j'entrai par les portes publiques aux côtés de ma sœur. Blessé. J'avais passé des années à parcourir ces couloirs avec un badge d'identification accroché à mes vêtements. Je savais quels ascenseurs étaient lents, quelles salles de consultation offraient de l'intimité. Et quels membres du personnel restaient calmes lorsque les familles étaient débordées. Cette nuit-là, aucune de ces connaissances ne me fit me sentir préparé. Je n'étais pas la travailleuse sociale de Nul. J'étais sa sœur. Une clinicienne documentale en fleurs et d'autres signes visibles de violence sans forcer Nul à tout décrire d'un coup. Lorsque j'essayais de répondre à une question à sa place, Nul me jeta un regard. Je m'arrêtai immédiatement. C'est à elle de répondre. Dis-je. La clinicienne hocha la tête et reporta son attention sur Nul. Cette petite correction comptait. Marcus avait passé des années à parler à la place de ma sœur. Je ne pouvais pas l'aider à retrouver sa voix en devenant une autre personne qui l'utilisait pour elle. Une intervenante arriva après l'examen. Elle se présenta comme Ila Morgan et s'assit en face de Nul sans placer de bureau ni de bloc-notes. Entre elles. C'est toi qui contrôles ce qui se passe ensuite, dit Ila. Mon travail est de m'assurer que tu comprends tes options. Nul semblait dubitative. Et si aucune des options n'est sûre? Alors nous discutons des risques honnêtement. Je ne promettrai pas quelque chose que je ne peux pas garantir.
Cette réponse atteignit Nul d'une façon que les réassurances n'avaient pas fait. Il expliqua qu'un hébergement confidentiel, des conseils juridiques et un plan de sécurité formel étaient disponibles. Elle ne poussa pas Nul à porter plainte à la police cette nuit-là. Elle ne demanda pas pourquoi elle était restée. Elle demanda ce que Marcus contrôlait. Nul fixa le sol. Nos comptes. Il attendit. Ma voiture. Le forfait téléphone. La plupart des factures. Et ta localisation? Le pouce de Nul se déplaça sur son poignet. Il disait que les gens mariés n'avaient pas besoin d'intimité. Son téléphone vibra à nouveau. Marcus était passé des appels aux messages. Ses mots oscillaient entre l'inquiétude et l'accusation si rapidement qu'ils semblaient presque venir de personnes différentes. Il prétendait être inquiet. Puis il blâmait Nul de l'avoir humilié. Puis il insistait sur le fait qu'elle avait mal compris ce qui s'était passé. Enfin, il la mettait en garde contre le fait de m'impliquer. Je sentis la colère monter dans ma poitrine. Mais l'expression d'Ila resta stable. A-t-il déjà accédé à ton email ou à tes comptes sur les réseaux sociaux? Il connaît les mots de passe. Tous? Nul hocha la tête. Je sortis mon téléphone. Il y a quelque chose que tu dois voir. J'ouvris le dernier message que j'avais reçu du compte de Nul. Celui me disant de rester à l'écart de son mariage. Nul le lut 2 fois. Je n'ai pas écrit ça. Mon estomac se serra. Il y en avait d'autres. Je lui montrai les messages plus anciens. Chacun était apparu après que j'avais remis en question quelque chose que Marcus avait fait. Chacun sonnait plus froid que le précédent. Nul plongea la main dans son manteau et ouvrit une conversation sur son téléphone. Mon nom apparaissait au-dessus. Les messages soi-disant écrits par moi l'accusaient d'avoir choisi Marcus plutôt que sa famille. Un autre disait que j'étais épuisé par ses problèmes et que je ne voulais plus rien avoir à faire avec elle. Je n'ai jamais envoyé ça. Dis-je. Je pensais que tu me détestais. Je pensais que tu voulais que je disparaisse. Pendant des années, nous avions chacune pleuré un rejet que l'autre n'avait jamais fait. Nul se couvrit la bouche. Je les ai crus. Moi aussi. Marcus n'avait pas simplement séparé Nul de moi en exigeant qu'elle reste à l'écart. Il nous avait fait croire à toutes les deux que la séparation était volontaire. Cette prise de conscience faisait mal différemment de la colère. La colère avait une direction. C'était du chagrin pour les anniversaires. Les fêtes et les après-midi ordinaires volaient si discrètement qu'aucune de nous n'avait reconnu le vol. Le téléphone de Nul s'alluma à nouveau. Cette fois, le message de Marcus ne contenait aucune excuse. Il savait qu'elle était à l'hôpital. Nul poussa le téléphone à travers la table vers Ila. Je te l'avais dit? Murmura-t-elle. Il sait toujours. Ila ne toucha pas l'appareil. Sais-tu quel compte partage encore ta localisation? Non. A-t-il accès au système du véhicule? Oui. Compte cloud partagé? Nul hocha la tête. Chaque réponse réduisait l'incertitude. Marcus ne la trouvait pas par intuition ou par coïncidence. Il avait construit un réseau autour de sa vie et lui avait appris à le prendre pour de l'inquiétude. Mon téléphone sonna. Marcus Reed apparut à l'écran. Nul cessa de respirer un instant. Tu n'es pas obligé de répondre. Dit Ila. Je regardais Nul. Que veux-tu?
Son regard resta fixé sur le téléphone. Je veux entendre ce qu'il te dit. Je répondis sans mettre l'appel en haut-parleur. Naomi. La voix de Marcus était calme. Je pense que Nul est peut-être venu chez toi. Je ne dis rien. Elle a été sous beaucoup de pression. Elle est partie après une dispute et ne raisonne peut-être pas clairement. Je regardai ma sœur. Ses yeux se fermèrent. Qu'est-il arrivé à son visage? Demandai-je. Le silence à l'autre bout dura à peine une seconde. Elle est tombée. Les yeux de Nul s'ouvrirent. J'ai besoin de parler à ma femme. Elle est en sécurité. Sa voix se durcit, puis s'adoucit à nouveau. Tu ne comprends pas notre mariage. Tu as raison. Je ne l'ai pas mise au téléphone. Non. Un autre bref silence. Tu m'as toujours en voulu. Ce n'est pas à propos de moi. Ça l'est devenu dès le moment où tu t'es immiscé. Je mis fin à l'appel. Ma main tremblait. Nul le remarqua. Il fait ça, dit-elle. Il te fait te sentir déraisonnable avant même que tu aies dit quoi que ce soit. Le téléphone sonna à nouveau. Je le refusai. Ila se rapprocha de la table. Maintenant. Nous devons décider où tu veux aller. Nul me regarda. Je répondis trop vite. Elle rentre à la maison avec moi. Toute la posture de Nul changea. Ses épaules se crispèrent. Son regard s'abaissa. Les petits signes de soumission revinrent comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Ila me regarda. Naomi. Laisse Nul répondre. La correction me mit mal à l'aise, mais elle était nécessaire. J'avais entendu le danger et répondu en construisant un plan autour de ma sœur. Marcus avait passé des années à faire la même chose en l'appelant protection. Je me penchai en arrière. Je suis désolé. Nul leva les yeux. Je veux que tu sois en sécurité, continuai-je. Mais ce n'est pas à moi de définir ça pour toi. Ila exposa à nouveau les choix disponibles. Retourner chez moi offrirait de la familiarité, mais Marcus connaissait déjà l'emplacement. Un hébergement confidentiel serait moins confortable, mais plus difficile à atteindre pour lui. Un signalement formel pourrait créer une protection juridique. Mais obligerait aussi Nul à répéter des parties de son expérience. Aucune option n'était indolore. C'était la réalité que Marcus avait créée. Nul écouta sans interrompre. Puis elle prit son téléphone et regarda à nouveau les messages. Je ne veux pas retourner vers lui. Ce n'était pas un plan complet. Mais c'était une décision. Et elle lui appartenait. La lumière du matin avait commencé à apparaître derrière les fenêtres de l'hôpital lorsque Nul ouvrit l'application bancaire sur son téléphone. Le compte qui recevait son salaire d'enseignante apparaissait sous les deux noms. Mais Marcus contrôlait presque toutes les fonctions pratiques. Il avait déplacé de l'argent entre les comptes, restreint l'accès aux cartes et exigé des explications pour des achats ordinaires. Nul gagnait son propre revenu tout en demandant la permission de l'utiliser. Il disait qu'il était meilleur avec l'argent? Expliqua-t-elle. Il a demandé si Nul avait accès à un compte indépendant. Non. De l'argent liquide d'urgence? Nul secoua la tête. Je commençai à parler. Mais elle me regarda. Je sais que tu peux me donner de l'argent, dit-elle.
J'ai besoin d'apprendre ce que je peux faire par moi-même. Tu as raison. Les mots étaient difficiles, non parce que je n'étais pas d'accord, mais parce que prendre du recul ressemblait trop à la distance qui nous avait séparés. Nul ouvrit un dossier contenant des documents qu'elle avait préservés au fil du temps. Il y avait des messages dans lesquels Marcus s'excusait sans nommer ce qu'il avait fait. D'autres la blâmaient de l'avoir provoqué. Il y avait des photographies, d'anciens documents médicaux et des notes enregistrant les dates où la peur avait été plus forte que sa volonté de signaler. Je n'arrêtais pas de penser que j'en aurais peut-être besoin, dit-elle. Pourquoi ne les as-tu pas utilisés? Demandai-je. Son expression se ferma. Je regrettai immédiatement la question. Il a intervint doucement. Les garder. C'était les utiliser. Tu as préservé ce que tu pouvais jusqu'à ce que tu sois prête. Nul regarda le dossier. Je pensais qu'un jour j'aurais peut-être besoin de preuves pour moi-même. Cette phrase expliquait plus que n'importe quel document. Marcus n'avait pas seulement convaincu les autres que nul n'était pas fiable. Il lui avait appris à douter de sa propre mémoire. Il a commencé à coordonner un soutien confidentiel. La détective Rosa Alvarez, enquêtrice assignée aux affaires de violence familiale, examina le rapport immédiat sans promettre un résultat facile. La documentation actuelle compte, dit Alvarez. Les messages peuvent compter. Les relevés de compte peuvent compter. Mais chaque élément doit être vérifié. Nul eut l'air déçu. Tu ne me crois pas. Je crois que tu mérites une enquête qui puisse résister à une contestation. Nul considéra cette distinction. Alvarez n'offrait pas une justice instantanée. Elle offrait un processus, plus lent mais plus crédible. Marcus continuait d'exercer une pression. Des appels apparaissaient de son numéro, puis de la banque où il travaillait. Des notifications montraient des tentatives de modification de compte. Chaque nouveau contact répétait le même schéma. L'inquiétude suivie du blâme, suivie d'une exigence. Il voulait que nul soit renvoyé avant qu'elle ne puisse prendre une décision sans lui. Il a organisé un hébergement confidentiel et un transport sécurisé. Le chemin le plus sûr était que nul parte sans que Marcus apprenne où elle était allée. La difficulté était que les systèmes qu'il surveillait pointaient encore vers elle. C'est alors que nul me regarda longuement. Nous avions le même visage, la même taille, les mêmes cheveux foncés. Pour les gens qui nous connaissaient, il y avait des dizaines de différences. Pour Marcus, apparemment, il n'y en avait aucune. Il surveillera l'endroit où il pense que je suis, dit Nul. Je compris avant qu'elle ait fini. Non. Ses sourcils se levèrent. Le refus était venu d'elle. Pas de moi. Je ne te laisserai pas l'affronter, dit-elle. Ce n'est pas ce que je suggère. Tu penses à rester visible pendant que je pars. Je jetai un regard à Hila. L'expression de l'intervenante était sérieuse. L'objectif ne peut pas être la confrontation, dit-elle. Personne ne le provoque. Personne ne s'approche de lui. Tout leur visuel doit être bref et contenu dans le dispositif de sécurité existant. Le plan n'était pas une vengeance, et ce n'était pas quelque chose que quiconque devait tenter sans protection professionnelle. Son seul but était de séparer Nul de l'endroit que Marcus croyait contrôler. Nul prit la décision finale. Pendant une courte période, je porterais son manteau foncé et resterais associé à l'emplacement surveillé. Elle partirait sous la protection d'Hila. Les comptes surveillés de Nul resteraient connectés à moi. Une communication sécurisée avec elle serait maintenue séparément par l'intervenante. Nous n'échangions pas complètement nos identités. Nous n'échangions que ce que Marcus s'attendait à voir. Avant que Nul ne parte,
elle regarda nos bracelets assortis. De l'extérieur, ils paraissaient identiques. À l'intérieur, chacun portait une gravure différente. Elle toucha le mien. Ne l'enlève pas. Je n'avais pas l'intention de le faire. S'il te regarde vraiment, il saura. La déclaration portait une question à laquelle aucune de nous ne répondit. Marcus l'avait-il jamais vraiment regardé? Je mis le manteau de Nul. Elle ajusta le col, puis recula. C'était comme regarder dans un miroir qui se souvenait d'une autre vie. Nul porta ma couche extérieure tandis qu'elle se préparait à partir avec Ila. Son visage restait partiellement dissimulé. Mais la ressemblance n'était jamais destinée à résister à une attention soutenue. Elle devait seulement rediriger l'attention de Marcus assez longtemps pour que Nul atteigne un lieu sûr. Au dernier moment, elle saisit ma main. Tu n'es pas obligé de faire ça. Oui. Je le suis. Son expression se crispa. Je me corriguai. Je veux le faire. Mais si tu me dis d'arrêter. J'arrête. Nul regarda vers Ila. Puis vers moi. Continue. Ce seul mot marquait la différence entre l'aider et la contrôler. Nul partit sous le plan de sécurité professionnelle. Je retournai chez moi en portant l'identité que Marcus s'attendait à suivre. La lumière de mon Porsche était encore allumée lorsque j'arrivai. Pour la première fois, elle ne me semblait pas réconfortante. Elle me semblait exposée. J'entrai par la porte d'entrée et vérifiai immédiatement le système de sécurité. Rien n'avait changé depuis mon départ. Les capteurs d'effraction étaient actifs. Les caméras enregistraient. Ila confirma que Nul avait atteint un lieu de sécurité confidentiel. Le soulagement me traversa, mais il ne s'installa pas. Le plan aurait dû s'arrêter là. Je devais rester à l'intérieur. Éviter tout contact et alerter l'équipe de sécurité si Marcus apparaissait. Nul était parti. L'emplacement surveillé avait été séparé d'elle. Il n'y avait aucune raison pour que Marcus s'approche de moi. À moins que le contrôle ne compte plus pour lui que la réconciliation. Moins d'une heure plus tard, des phares ralentirent devant ma maison. Un véhicule sombre s'arrêta au bord du trottoir. Marcus en sortit. Il portait le même manteau pressé que j'avais vu lors de rassemblements familiaux formels. Sa posture était contrôlée, ses mouvements mesurés. Quiconque regardait depuis une fenêtre voisine aurait pu supposer qu'il s'agissait d'un mari inquiet, venant chercher sa femme. L'application de sécurité l'affichait sous plusieurs angles. Il marcha directement vers mon Porsche. Il ne regarda pas autour de lui comme s'il était incertain. Il savait où il croyait que Nul était. La sonnette retentit. Je restai à plusieurs pieds de l'entrée. Nul. Sa voix vint à travers la porte. Je ne répondis pas. Il sonna à nouveau. Je sais que tu es à l'intérieur. On m'avait dit de ne pas m'engager à moins que ce ne soit nécessaire. J'activai l'alerte établie et attendis. Marcus se déplaça vers la fenêtre à côté de la porte. De l'endroit où il se tenait, il pouvait voir la silhouette d'une femme portant le manteau de sa femme. Ses épaules se détendirent. Nul. Ouvre la porte. Quitte la propriété. Ma voix et celle de Nul avaient toujours sonné de façon similaire. Derrière une porte fermée, la différence disparaissait. Marcus posa une main contre la vitre. Je suis venu te ramener à la maison. Je ne vais nulle part avec toi. Son expression changea. Ce n'était pas dramatique. L'inquiétude publique quitta simplement son visage. Tu as causé assez de problèmes. Pars.
Ta sœur t'a rempli la tête de ces absurdités. Je gardais mes distances. Tu dois partir. Tu n'as pas le droit de disparaître et de m'embarrasser. Les mots confirmaient ce que Nul avait décrit. Il ne demandait pas si elle se sentait en sécurité. Il était en colère qu'elle ait pris une décision sans lui. Il essaya la poignée. La porte resta verrouillée pendant plusieurs secondes. Il resta immobile. Je pensais qu'il pourrait enfin reconnaître le danger de ce qu'il faisait. Au lieu de cela, il frappa la porte assez fort pour faire trembler le cadre. Marcus. Arrête. Il frappa à nouveau. Le son résonna dans la maison. Puis le cadre céda. Marcus franchit mon seuil, croyant avoir trouvé sa femme. Et par cette seule décision, il créa les preuves qu'il avait passé des années à éviter. Il entra en appelant le nom de Nul. Je reculai. Ce n'est pas ta maison. Tu viens avec moi. Non. Il traversa la pièce rapidement et saisit mon bras. Le contact fut bref mais forcé. Je ne me battis pas. Je continuai à reculer vers la zone ouverte couverte par le système de sécurité. Tu sais ce qui arrive quand tu me forces à venir te chercher, dit-il. Les mots étaient clairs. Son visage aussi. Il croyait parler à Nul. Je t'ai dit de partir. Après tout ce que j'ai fourni. Tu penses pouvoir t'en aller parce que Naomi t'a mis des idées en tête. C'est ta dernière chance. Non. C'était la tienne. Il resserra sa prise et commença à me tirer vers l'embrasure endommagée. Tu rentres à la maison. Tu diras à tout le monde que tu as réagi de façon excessive et tu arrangeras ça avant que ça n'atteigne ma banque. Je le regardai droit dans les yeux. Je ne suis pas nul. Marcus s'arrêta. Pour la première fois depuis qu'il était entré dans la maison, il étudia mon visage. Son regard se posa sur mon poignet. Le bracelet assorti était là, mais la gravure m'appartenait. Sa main relâcha mon bras. Naomi. Ce n'était pas de l'inquiétude qui apparut sur son visage. C'était du calcul. Il regarda vers la caméra de sécurité. Puis il s'en approcha. Il tenta d'interférer avec le système d'enregistrement. Mais les preuves avaient déjà été transmises hors de sa portée. Des sirènes devinrent audibles à l'extérieur. Marcus s'éloigna de la caméra et rajusta son manteau. Au moment où les premiers agents entrèrent, son expression publique était revenue. C'est un malentendu, dit-il. Je pensais que ma femme était en danger. L'entrée endommagée se dressait derrière lui. Mon bras me faisait encore mal là où il m'avait saisi. Le système de sécurité avait conservé ses menaces. Un agent nous sépara tandis qu'un autre sécurisait la maison. Marcus essaya d'expliquer que Nul était émotionnellement instable et que je l'avais trompé. Il ne comprenait pas que chaque explication approfondissait le schéma. Il admit qu'il l'avait suivi. Il admit qu'il croyait qu'elle était à l'intérieur. Il admit qu'il était entré pour la ramener à la maison contre son refus. La voix calme qui l'avait protégé socialement ne pouvait pas annuler la conduite enregistrée. Marcus fut arrêté. Lorsque la détective Alvarez arriva, elle examina les dégâts visibles. Confirma que l'enregistrement avait été conservé et me demanda de décrire ce qui s'était passé. Depuis le début. Je lui parlais de la sonnette, du refus, de l'effraction. De la menace reliant cette confrontation à un comportement antérieur. Le moment où il réalisa que je n'étais pas nul. Alvarez examina le bracelet sans le toucher. Il n'a pas remarqué la différence. Non. Il était assez près. Oui. Ce détail n'établissait pas un crime en soi.
Mais il établissait quelque chose d'émotionnellement important. Marcus connaissait le visage de Nul. Il connaissait les vêtements qu'il lui avait achetés. Il connaissait les systèmes attachés à son téléphone et à sa voiture. Mais il n'avait jamais appris la petite différence entre le bracelet qu'elle portait et celui appartenant à sa jumelle. Pour lui, reconnaître Nul n'avait jamais nécessité de la connaître. Il suffisait de reconnaître quelque chose qu'il croyait posséder. Il a raconta à Nul ce qui s'était passé après le départ de Marcus. Ma sœur apparut lors d'un appel vidéo sécurisé. Elle fixa mon visage, puis l'embrasure endommagée derrière moi. Tu es blessé? Ça va. Non. Mon bras me fait mal. On m'a examiné. Je suis en sécurité. Elle ferma les yeux. Il a cru que tu étais moi. Oui. Et il l'a quand même fait. Oui. Pendant des années, Marcus avait appris à Nul que son comportement était causé par ses erreurs. Son ton, son timing, son incapacité à le garder calme. Maintenant, il avait dirigé le même comportement vers quelqu'un d'autre en croyant que cette personne était elle. L'excuse s'effondra. Nul ouvrit les yeux. Ce n'était jamais moi. Non. La phrase ne la libéra pas immédiatement. Des années de peur ne disparaissent pas grâce à une seule prise de conscience. Mais elle créa la première ouverture par laquelle la liberté put entrer. Alvarez examina l'enregistrement avec la permission de Nul. Les enquêteurs ne le traitèrent pas comme une preuve de chaque incident antérieur. Ils le traitèrent comme un nouvel événement indépendamment conservé capable de soutenir le schéma plus large. La tentative de Marcus d'interférer avec la caméra ajouta une autre couche. Ces menaces enregistrées faisaient écho au langage trouvé dans d'anciens messages. Sa prétention d'être venu parce que Nul était en danger entrait en conflit avec son refus de partir lorsqu'on le lui ordonna. Ces actions n'avaient pas seulement révélé son tempérament. Elles avaient exposé son système. Pour la première fois, Marcus ne pouvait plus contrôler qui possédait l'information. L'arrestation mit fin à la confrontation immédiate. Elle ne mit pas fin à la pression. Marcus nia avoir maltraité Nul. Par des canaux formels, il prétendit que l'échange d'identité l'avait confus et provoqué. Il soutint qu'il était entré chez moi parce qu'il craignait que sa femme soit manipulée. L'enregistrement montrait qu'on lui avait dit de partir. Le seuil endommagé montrait ce qu'il avait fait ensuite. Pourtant, Nul entendit suffisamment de sa défense pour recommencer à douter d'elle-même. Et si tout le monde pense que nous l'avons piégé? Demanda-t-elle à Hila. Tu ne l'as pas forcé à franchir ce seuil. Mais nous avons échangé nos places pour te sortir de sa surveillance. Le plan s'est terminé lorsque tu as atteint la sécurité. Sa décision est venue après. Nul me regarda. Je voulais lui dire que l'affaire était trop solide pour l'abandonner. Je voulais dire qu'elle le devait à chaque version future d'elle-même de continuer. Les mots se formaient déjà lorsque je reconnus le danger qu'il contenait. Marcus avait passé des années à dire à Nul ce qu'elle devait. Je ne pouvais pas construire sa liberté à partir d'une autre obligation. Que veux-tu? Demandai-je. Je veux que ça s'arrête. Il hocha la tête. Ça peut signifier différentes choses. Veux-tu arrêter de participer? Ou veux-tu que son accès à ta vie s'arrête? Nul ne répondit pas immédiatement. L'accès de Marcus avait déjà commencé à se réduire. Des restrictions de protection empêchaient tout contact direct. L'activité des comptes liés à son contrôle était en train d'être préservée. Son employeur l'avait écarté de son poste pendant que les allégations et les dossiers étaient examinés. Pourtant, chaque notification juridique rappelait à Nul qu'il existait encore. Elle envisagea de retirer son récit des maltraitances antérieures, non pas parce qu'il était faux,
mais parce que le silence l'avait protégé d'une escalade immédiate pendant des années. Naomi, la travailleuse sociale, comprenait cela. Naomi, la sœur, voulait secouer la peur hors d'elle. Un après-midi. Nul me dit qu'elle pourrait revenir à notre déclaration initiale et décrire l'incident du Porsche. Comme un malentendu. Je me levai. Non. Tu ne peux pas faire ça. Elle recula. La pièce devint silencieuse. J'entendis Marcus dans ma propre certitude. Pas sa cruauté, pas son sentiment de droit. Mais l'assumption que ma peur me donnait autorité sur son choix. Je me rassis. Je suis désolé. Tu penses que je prends la mauvaise décision. Je pense que tu as peur. J'ai peur. Je sais. Mais ça doit quand même être ma décision. Oui. Ce fut l'une des réponses les plus difficiles que j'ai jamais données. Je quittai la pièce et laissai Nul parler en privé avec Ila. Lorsqu'elle ressortit plus tard, elle n'était pas devenue sans peur. Ses mains tremblaient encore. Elle vérifiait encore le couloir avant d'y entrer. Mais elle portait un dossier contenant les preuves qu'elle avait sauvées. Je veux revoir la détective Alvarez. Dit-elle. Cette fois. Je ne lui dis pas ce qui devait se passer ensuite. Je t'y emmène si tu le veux. Oui. Les preuves se développèrent lentement. Les relevés de compte montraient comment Marcus déplaçait le salaire de Nul et restreignait son accès à l'argent partagé. Les enregistrements de communication soutenaient la conclusion que des messages avaient été envoyés par des appareils connectés à des comptes contrôlés par Marcus. Les enregistrements de localisation démontraient qu'il surveillait ses déplacements et avait suivi l'information jusqu'à mon domicile. D'anciens documents médicaux s'alignaient sur les dates des notes que Nul avait préservées. Ses excuses, menaces et accusations répétaient les mêmes phrases entendues sur mon enregistrement de sécurité. Aucun document unique ne racontait toute l'histoire. Ensemble, ils rendaient le déni de plus en plus difficile. La détective Alvarez resta prudente. Cela ne signifie pas que toutes les questions disparaissent, dit-elle à Nul. Cela signifie que les questions ont maintenant des preuves attachées. Marcus continua d'essayer de déplacer la responsabilité. Chaque effort suivait le schéma que Nul avait décrit. Minimisation, blâme. Souci de sa réputation et pression pour qu'elle restaure l'image publique de leur mariage. Mais il ne pouvait plus communiquer en privé et nier plus tard le contact. L'information appartenait désormais à plus de personnes, enquêteurs, avocats, le tribunal. Plus important encore, elle appartenait à Nul. Elle n'avait plus à porter toute la vérité seule. Les documents de séparation formelle furent placés devant elle des semaines plus tard. Je m'assis à côté d'elle mais gardai les mains sur mes genoux. Nul lut chaque page. Elle posa des questions lorsque quelque chose n'était pas clair. Elle corrigea un détail au lieu de supposer qu'une figure d'autorité devait mieux savoir. Puis elle signa son nom. Pas le mien. Pas celui de Marcus. Le sien. Ce fut la victoire émotionnelle que Marcus n'avait jamais anticipée. L'échange secret l'avait aidé à atteindre la sécurité. La confrontation enregistrée l'avait exposé. Mais la signature de Nul fut ce qui rendit sa séparation permanente. Les procédures judiciaires se poursuivirent pendant des mois. Les avocats de Marcus contestèrent le contexte de l'enregistrement. Mais ils ne purent pas supprimer ces paroles. L'effraction forcée ni la tentative d'interférer avec le système qui les préservait. Ils ne purent pas expliquer les enregistrements de surveillance. Ils ne purent pas transformer le salaire de Nul en sa propriété privée. Ils ne purent pas prouver que les messages séparant les jumelles reflétaient les souhaits de l'une ou l'autre sœur. Confronté à l'enregistrement authentifié et au schéma plus large de preuves, Marcus accepta un plaidoyer de culpabilité pour un crime plutôt que d'aller en procès. Il reçut une peine d'emprisonnement suivie de restrictions sous surveillance.
Des conditions de protection à long terme l'empêchèrent de s'approcher en privé de l'une ou l'autre de nous. Il perdit son poste à la banque. Une restitution traita une partie du préjudice financier. Tandis que le divorce restaura la part légitime de nul des biens conjugaux et mit fin au contrôle de Marcus sur ses revenus. Aucune de ces conséquences ne rendit les années volées. La justice ne pouvait pas nous rendre les anniversaires manqués ni effacer la peur que Marcus avait inscrite dans la vie quotidienne de nul. Elle pouvait établir que ses choix avaient des conséquences. Elle pouvait créer une distance qu'il n'était plus autorisé à franchir. Nul resta enseignante d'art. Retourner en classe l'effraya d'abord parce qu'elle croyait que tout le monde pouvait voir ce qui s'était passé. La plupart des gens voyaient la même enseignante patiente et attentive qu'ils avaient toujours connue. La survie n'avait pas enlevé cette identité. Marcus lui avait seulement persuadé qu'il la possédait. Nul n'emménagea pas chez moi. Cette décision me surprit jusqu'à ce que j'en comprenne l'importance. Vivre avec moi aurait peut-être été plus facile financièrement et émotionnellement. Mais elle ne voulait pas que la liberté devienne une nouvelle dépendance. Elle trouva une maison modeste à elle. La première fois que je lui rendis visite, je demandai avant d'ouvrir les placards, de déplacer des cartons ou de décider où quoi que ce soit devait aller. Nul le remarqua. « Tu es inhabituellement prudente, dit-elle. Je m'exerce. Elle sourit. C'était le sourire lent dont je me souvenais de l'enfance. Mais il ne demandait plus la permission avant d'apparaître. Notre relation ne revint pas à ce qu'elle avait été. Elle devint quelque chose de plus sain. Nous cessâmes de traiter la proximité comme un accès constant. Nul n'avait pas à répondre à chaque message pour prouver qu'elle m'aimait. Je n'interprétais plus le silence comme un abandon. Lorsqu'elle voulait un conseil, elle demandait. Lorsqu'elle voulait de la compagnie, elle m'invitait. Lorsqu'elle voulait de l'espace, je le respectais. Les bracelets assortis restèrent avec nous. Nul ajouta un petit charme au sien, quelque chose choisi uniquement parce qu'elle l'aimait. L'ajout rendit les bracelets plus faciles à distinguer à distance. Il les rendit aussi plus honnêtes. Nous étions liés. Nous n'étions pas interchangeables. Un soir, Nul m'invita à voir les derniers cartons déballés. Le crépuscule s'était installé lorsque j'arrivai dans sa rue. Elle se tenait devant sa nouvelle maison, une main près de l'interrupteur du Porsche. Un instant, l'image me ramena à la nuit où elle s'était tenue sous ma lumière. Effrayée de franchir le seuil. Cette fois, elle se tenait sur son propre Porsche. Elle contrôlait la serrure. Elle contrôlait les comptes. Elle contrôlait qui entrait. Nul alluma la lumière. Une couleur chaude se répandit sur les marches et illumina le bracelet à son poignet. Y compris le nouveau charme qu'elle avait choisi pour elle-même. Puis elle me regarda. « Veux-tu entrer ?» J'attendis que l'invitation soit complète. « Oui. » Nul ouvrit la porte parce qu'elle voulait que je sois là. Et ensemble, nous franchîmes un seuil qui lui appartenait enfin entièrement.